Voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, pour schématiser, c'est le paradis. Nous construisons, sans le savoir pour l'instant encore, le paradis pour nos futurs descendants. Alors, il faudra encore quelques siècles de travail, mais selon moi, c'est notre destinée. Et nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir cette identité particulière qu'est l'humanité. Et aujourd'hui, on voit que la plus grande partie de cet itinéraire vers l'unité, la fraternité absolue, la paix universelle a été réalisée. Alors, cet état de perfection, pour moi, c'est lié à la sensation. Parce qu'en réalité, on ne vit que pour les sensations qu'on ressent. La plus grande partie de notre vie est à la quête de sensations. Des sensations de tout ce qui nous anime en réalité. On est dans la sensation. Et la perfection de ces sensations, selon moi, c'est l'accession à l'extase, à l'éveil, au nirvana, à la béatitude, peu importe comment on appelle cet état. Mais c'est un état de plénitude physique, de jubilation, de jouissance physique extraordinaire. Et donc c'est, à mon sens, ce vers quoi l'humanité court intuitivement. On ne s'en rend pas compte. On court derrière ça à travers des menus plaisirs, les plaisirs de la vie, etc. Mais en réalité, c'est toujours cette sensation qui nous anime. La joie dont parle Spinoza, etc. Voilà, on est derrière, on est animé par ça. Et en fait, c'est ça, l'accession, la perfection de l'humanité, c'est l'accession facile à l'extase, alors que c'est difficile pour l'homme constructeur que nous sommes. C'est un état qui est difficile à conquérir, parce qu'il faut anéantir l'ego, c'est très très compliqué pour ceux qui veulent le réaliser de façon volontaire. Alors on peut le réaliser de façon accidentelle, comme ça a été le cas pour moi, par exemple. J'ai vécu une semaine d'extase, mais de façon... je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Je suis tombé dans l'extase sans savoir exactement ce qui se passait. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios que je trouve sur France Culture, bien souvent, sur des émissions de philosophie. Et là, il y a une série qui est consacrée à Platon, la République. Voilà, à quoi bon être juste quand le plus fort font la loi? C'est l'épisode 1 sur 8. Et c'est intéressant parce que depuis quelques vidéos, j'ai fait un peu de politique. Alors c'est toujours une erreur en réalité de faire de la politique pour un philosophe, à mon sens, parce que ça tient pas la route complètement. On le voit, ce que pensait Hegel de la politique de son époque, ça peut être vite dépassé. Si on reste dans les grandes lignes, ça va, mais si dès qu'on essaye de décortiquer pourquoi ça... Voilà, actuellement, là, depuis hier, il y a l'investiture de Trump aux États-Unis, et c'est tout ce qu'on pourra dire c'est très compliqué de pouvoir dire quelque chose qui tienne réellement la route. Parce qu'en réalité, il a sa place dans l'évolution de l'humanité. Et cette place, pour découvrir ce qu'il va apporter à l'humanité, par le bien comme par le mal, on n'arrive pas à le cerner très facilement. On peut, hein, c'est une réflexion que l'humanité devra commencer à avoir, c'est-à-dire voir la complexité derrière chaque événement qui se passe. Qu'est-ce que, au lieu de le voir de façon binaire, c'est mal, c'est bien,
de voir exactement ce que ça apporte, ce qu'on imaginait comme mal apporte comme bien à l'humanité. Voilà. Et tout ça, c'est un peu compliqué. Alors, on y va. Je lance ça va faire une série assez longue. Hein. Et je l'ai pas écoutée, donc je la découvre. Et éventuellement, voilà, je m'immisce à l'intérieur et je dis ce que je pense. Avez-vous déjà lu La République de Platon ? Eh bien, c'est moi, La République. Je me réciterai pour vous un jour où vous aurez le temps. Merci beaucoup. La République de Platon, saison 1, épisode 1. À quoi bon être juste quand les plus forts font la loi ? Nous, ce qu'on veut, c'est la justice. La justice. Pardon, mais à qui ça parle, le sentiment de justice? À personne. Sans parler de notre majorité, elle s'en tape du sentiment de justice. Alors l'émission, c'était les chemins de la philosophie. Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau de bateau se part du bout. Vous êtes philosophe, professeur en histoire de la philosophie ancienne et directeur du département de philosophie à l'ENS Paris. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Platon et Alors, elle parle de Dimitri Elmure, philosophe, professeur en histoire de la philosophie ancienne et directeur du département de philosophie à l'ENS Paris. Voilà, comme j'ai abrégé la musique, j'ai coupé une partie. Dalida? Non. Le Pirée. Nous sommes en train d'écouter Les Enfants du Pirée. Avec quoi commence la République de Platon? Effectivement. Avec une invitation à se rendre au Pirée pour assister à une certaine fête. Le Pirée, c'est le port principal d'Athènes. Hein. Ah, je le savais pour Platon, mais je le savais pas pour Dalida. Ah oui, voilà, justement. C'est donc le point commun. On commence avec le Pirée. Dans un instant, nous allons lire, vous l'avez entendu, hein, Laurence Malonda a enregistré un jingle pour l'occasion. La République de Platon, première saison, épisode 1, car figurez-vous que nous allons lire La République de Platon pendant 2 semaines. 8 émissions consacrées à La République de Platon. Ne me dites pas que c'est trop. C'est pas assez. C'est déjà très bien. Non, à ce propos, d'ailleurs, je vous félicite vraiment, sans flagornerie, parce que c'est vraiment exceptionnel de pouvoir... on a beaucoup de chance, quand même, d'avoir une émission dans laquelle on peut prendre le temps de lire un texte... de manière aussi, et de parler d'un texte de manière aussi détaillée. Hein, voilà, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc vraiment bravo pour ça. Et puis, c'est vrai que vous avez raison de le faire avec la République. Si je peux. C'est vrai que France Culture, c'est une perle c'est inouï d'avoir une chaîne comme ça. Quand je pense à quel point le monde réactionnaire justement essaye de torpiller ces diamants. C'est affreux, quoi. Si je peux raconter une anecdote, moi la République ça fait beaucoup rire mes étudiants quand je leur dis ça. Et moi c'est mon texte d'Île déserte. Vous savez, je pose souvent cette question en cours. Est-ce que si vous deviez prendre un ouvrage philosophique et un seul, pas deux, lequel vous prendriez? Alors il y a plein d'étudiants qui disent l'éthique de Spinoza, Nietzsche, etc. Moi c'est toujours depuis toujours c'est la République de Platon. Et pour une raison très simple, c'est que alors je comprends, je l'ai pas lu La République de Platon. J'ai écouté un petit peu de temps, j'ai picoré bien sûr, mais je l'ai pas lu. Mais j'hésiterai avec toute l'œuvre de Achille Talon, un grand philosophe aussi. Que c'est un livre inépuisable, vrai au sens propre, hein, c'est-à-dire qu'on le relit 100 fois, il y a toujours des détails qu'on aperçoit pour la première fois, et c'est un livre total. C'est-à-dire que c'est la critique de la raison pure, la phénoménologie de l'esprit de Hegel, c'est le Capital de Marx, c'est l'éthique nicomaque d'Aristote, c'est les méditations métaphysiques de Descartes, tout ça en un. Donc non pas il va vraiment falloir ces philosophes-là, mais il y a l'ambition de tous ces textes-là en un. Donc ça vaut 8 émissions. Donc c'est pas où ça, j'en suis sûr. Je suis ravi de commencer cette semaine avec vous, Dimitri Elmure. Mais alors c'est pas simplement un texte.
Disons que c'est un des textes fondateurs de l'histoire de la philosophie. On en fait surtout un texte de philosophie politique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, évidemment, qu'on a programmé ces 2 séries d'émissions, ces 2 semaines d'émissions maintenant, puisqu'on a quelques semaines, quelques mois des élections présidentielles. On entend beaucoup parler de thèmes tels que la justice, qu'est-ce qu'un bon citoyen, entre les différences entre la gauche et la droite, qu'est-ce que la République, etc. Et Platon, dans ce texte-là, pose ces questions. Je dis pas qu'il y répond, je dis qu'il soulève ces questions. Et donc l'idée, c'était d'arriver à formuler ces questions de manière à ce que tout un chacun puisse essayer de faire des liens avec aujourd'hui, mais quand même précisant que ce n'est pas simplement un texte de philosophie politique. Vous l'avez dit, c'est un texte de philosophie, alors qu'est-ce qu'on dit? Général? De tout, en fait. De tout. Mais c'est même... Et il y a de l'épistémologie, de l'esthétique. Exactement, c'est le premier... On pourrait presque penser que c'est le premier traité complet d'ontologie, le premier traité d'épistémologie, la première éthique de manière aussi développée, avant même l'éthique anicomique d'Aristote, c'est le premier traité de philosophie politique, si on veut employer ces catégories-là. Et enfin, la République, c'est le premier en tout. C'est ça qui est tout à fait... Et puis c'est peut-être le premier texte qui détermine la chose qui nous unit, à savoir la philosophie. Donc voilà, effectivement c'est un premier, un premier parmi les premiers. Donc c'est un excellent choix, vraiment. Alors commençons on va retourner au Pirée dans un instant avec Socrate. D'abord, dites-nous, la République se divise en 10 livres. Nous, on en a fait 8 émissions, mais de toute façon, les 10 livres, c'est a posteriori, c'est artificiel comme classement. Enfin, artificiel. Ça n'est pas de Platon. Voilà, c'est a posteriori, mais c'est une très bonne question. C'est a posteriori, mais c'est pas artificiel. Je veux dire par là que je rentre pas dans les détails techniques, mais on a des preuves, des témoignages qui nous poussent à croire, de manière très vraisemblable, que Platon a plutôt composé une république en 6 livres. Okay, ça correspond à la taille des rouleaux de papyrus, peu importe tout ça. Et effectivement, nous, on a une république en 10 livres. Elle a été divisée sans doute postérieurement, sans doute au 1er siècle de notre ère, peut-être par Thrasyle avant, peu importe. Ce qui est super intéressant, c'est que si on fait l'effort un peu technique de retrouver la République en 6 livres, ce qu'on peut par un certain nombre de témoignages postérieurs qu'on a, on se rend compte qu'elle n'a pas la structure magnifique de celle en 10 livres. Parce que la structure en 10 livres, celle que vous allez suivre pendant toute cette semaine, et vous avez bien raison, elle a une très belle digression centrale, les livres 5, 6, 7, elle a une super unité avec les livres 8 et 9, elle a le livre 10 qui est comme une sorte d'appendice dont on se pose toujours la question de savoir comment il est relié au reste, elle a évidemment un livre 1 qui pose un certain nombre de questions, etc. etc. Donc elle est très claire, elle correspond à une sorte de logique naturelle. Ouais. Alors, où est-ce que je veux en venir, c'est que sans doute que Platon, lui, n'a pas écrit la République comme ça. Ça veut dire que sans doute que Platon a écrit la République pour qu'à la fin de chaque rouleau, il y ait une sorte de suspense. Et que donc, ça veut dire une chose philosophique vraiment de premier plan, qui est que la République, c'est un argument continu. Donc on peut la diviser en livres, et c'est très pratique, c'est pratique pour enseigner, c'est pratique pour faire des émissions, c'est pratique pour plein de choses, mais il faut jamais oublier, quand on est un lecteur assidu de Platon, que c'est un argument. C'est l'argument qui va vous démontrer, on y reviendra, que quelles que soient les circonstances, il faut toujours choisir la justice. Et c'est pas facile de démontrer ça. Donc il faut bien dire... Quelles que soient les circonstances, il faut toujours choisir la justice. Et ça, c'est quelque chose que les hommes politiques devraient, dans leur parcours initiatique, les écoles, tout au long des écoles, à partir du moment où on voit qu'ils sont potentiellement des élites, parce que c'est les élites sont remarquées rapidement par leur propre travail. C'est pour ça que il est intéressant que l'école soit un véritable donne les chances à chacun, que tout le monde que le peuple, que à partir du peuple, donc de la bourgeoisie, des ouvriers, du prolétariat et des gens de la noblesse, etc. Peu importe, que l'ensemble du peuple, tous les êtres humains qui composent le peuple, aient les mêmes chances tout au long du parcours. Donc les meilleurs soient toujours ceux qui vont se hisser en tête en réalité, pour faire émerger, pour soutenir, pour préserver les valeurs du peuple par essence plus paisible que l'élite. Le peuple,
les valeurs du peuple, elles sont globalement, c'est pas évidemment que c'est pas des choses systématiques, mais globalement l'élite est compétitive, elle est volontaire, elle est agressive, elle est batailleuse, elle est guerroyeuse en gros. Hein. Voilà, il faut pour faire partie de l'élite, il faut avoir une sorte de couane, une sorte de protection qui va faire que un narcissisme qui va faire que on va résister à toutes les attaques, à tous les chocs qui vont arriver. Donc l'élite, elle a ces qualités-là, elle a ces qualités guerrières qui sont là, il n'y a pas de problème. Le peuple, par essence, il est pas amateur de compétition. C'est pas la compétition, il la veut ludique, il la veut tranquille. Il est pas, voilà, c'est pas il est pas dans dans les mêmes aspirations. Il veut la tranquillité, la fraternité, l'amitié, profiter de la vie. Voilà, il est pas dans l'ambition démesurée. C'est autre chose. Et donc il a un autre rôle, il a d'autres qualités, c'est pareil, il est fondamental et nous sommes arrivés au moment de la démocratie. Et la démocratie, la République, la démocratie, c'est pas pour rien que nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple, mais ce terme, c'est pas anodin. C'est un terme qui est fondamental. La souveraineté du peuple, ça veut dire que ce sont les valeurs du peuple qui doivent être prises et données en exemple, et pas les valeurs de l'aristocratie. Dans l'aristocratie, c'était les aristocrates qui arrivaient, qui disaient voilà, il faut que vous nous ressembliez, il faut que vous essayiez de nous mimer, d'arriver à notre niveau. Et en réalité, c'est un système, c'est le système inverse qui est réclamé dans la démocratie. Et depuis une quarantaine d'années, on peut dire qu'on s'est éloigné de la démocratie. L'oligarchie, en prenant le pouvoir, en s'accaparant les médias, s'est montrée elle-même. Alors, elle se montre pas en direct, c'est pas les oligarques, bien qu'aujourd'hui, là, les Elon Musk, ils passent sur le devant de la scène, ils écrivent des trucs, ils occupent la scène et voilà, ils se mettent en exergue en disant voilà à quoi vous devez ressembler en somme. Mais ils le faisaient indirectement dans les années 80, 90, 2000, 2010. Bien sûr qu'il y avait toujours ces élites qui passaient, qui venaient dire regardez comment je suis beau, regardez, qui montraient leur narcissisme, les Tapie, les Berlusconi, etc., etc. Mais en fait, ils mettaient des représentants, ils mettaient des symboles d'eux-mêmes. En fait, quand les animateurs qu'ils mettaient à la télé dans leurs émissions ou qui mettaient comme vedette absolue, il fallait qu'on devienne fan de Chavannes, etc. Ces types qui faisaient des émissions comme ça, en fait, ils étaient le symbole de l'oligarchie. Ils montraient l'oligarchie. Ils étaient les représentants de l'oligarchie en réalité. Et justement, cet élitisme faisait que ils étaient pas ils montraient pas le peuple tel qu'il était. Le peuple, il était là juste. Il montrait qu'il était utilisé, le peuple, dans ces jeux, dans ces émissions qui faisaient les jeux, le juste prix ou je sais pas quoi. Le peuple était un instrument au service de l'oligarchie et au service du système. Donc, d'ailleurs, c'était symbolique quand quelqu'un gagnait sur les plateaux gagner une somme, 10 000 euros ou j'en sais rien, il sautait sur le cou de l'animateur en disant merci, merci. Voilà, alors que l'animateur avait gagné de l'argent, enfin le système avait gagné de l'argent avec en utilisant cette personne naïve du peuple comme
voilà, comme un objet, et qui, en fait, au final, rapportait de l'argent à la chaîne. C'était pas la chaîne, c'était la chaîne qui aurait dû remercier. C'était normalement le directeur de la chaîne qui aurait dû venir embrasser la personne en disant, voilà, vous nous avez fait gagner tant de parts d'audience, tant d'argent, etc., tant de trucs avec la pub. Donc, tout est vraiment frelaté dans ce truc. Et là, on voit qu'on est dans un système qui s'est inversé. Donc, ça veut dire que l'oligarchie n'a pas compris, et les hommes politiques n'ont pas compris à quel point la justice est fondamentale. Donc, à quel point en démocratie, il faut la justice, c'est pas une justice à deux vitesses, comme ils ont réussi à la réimposer, ou à l'imposer, on va dire, comme ils réussissent à la maintenir. Cette justice à deux vitesses, comme on la voit, c'est une injustice totale. Donc, ça n'est pas la justice. Alors que dans un système républicain et démocratique, eh bien, ça doit être la véritable égalité. Donc, les hommes politiques n'ont pas la notion réelle de ce pourquoi ils sont élus, ce qu'ils doivent représenter. Parce que s'ils avaient cette vision, ils feraient en sorte, c'est vite fait, d'imposer la justice pour tous. C'est très facile, ça va vite. C'est-à-dire que quelqu'un qui est accusé politiquement, il a les mêmes sanctions, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Voilà, et donc c'est très facile d'arriver à une justice égalitaire. S'ils ne le font pas, ça veut dire que ça ne les intéresse pas et ils ne veulent pas le faire. Donc ils n'ont pas compris les valeurs fondamentales. Donc il faut bien des livres. Mais voilà. D'ailleurs, c'est un des sous-titres qu'on trouve. Alors, est-ce en effet des traducteurs de Platon lui-même à la République ? La tradition ultérieure, ouais. Il y a écrit de la justice. Ouais, Péridicalius, c'est-à-dire de la justice. C'est des sous-titres qu'on a mis effectivement bien plus tard quand on a commencé à classifier les dialogues de Platon. Et c'est pour ça qu'on les a divisés aussi, pour plein de raisons numérologiques qui sont amusantes mais pas très intéressantes. Parce que c'est pas évident de faire le lien entre République et justice. Non, et surtout que déjà République, c'est la traduction de Cicéron. En grec, c'est politeia. En fait, si on voulait traduire vraiment la République, on devrait l'appeler Constitution. Constitution. Voilà. Ou comme on le traduit pas, du régime politique. Oui, parce que res publica, c'est vrai que c'est... oui. C'est la traduction latine. C'est ça. Et ça veut dire les choses publiques. Donc c'est ça, c'est la Constitution. Exactement. Et c'est la traduction latine. Et petite parenthèse, le De Republica de Cicéron étant 6 livres. Et ça, c'est... Une des preuves qu'on a que sans doute lui il lisait une des Républiques en 6 livres. Donc il n'y a aucun lien entre la République de Platon et ce qu'on entend aujourd'hui par le mot République ? Ah si, bien sûr. Non, il y a des rapports et on peut pas. La traduction cicéronienne, c'est une super traduction. C'est-à-dire que c'est hyper intelligent d'avoir comme ça pensé la chose comme ça. Mais c'est vrai si on veut vraiment se mettre dans la tête de Platon quand il écrit ça, politeia, ça veut dire constitution. Et si on veut même être un peu plus précis, ça veut dire quelle est la meilleure forme du régime politique. Ouais. Et Platon, comme toujours, quand il emploie certains termes, à la fois il les emploie de manière descriptive et de manière normative, c'est-à-dire que politeia, c'est classiquement la démocratie, l'oligarchie, la tyrannie, tout un ensemble de régimes qu'on connaît à l'époque de Platon, qu'on connaît Pierre Hérodote, etc. Et puis politeia, pour Platon, ça veut dire le vrai régime, c'est-à-dire le régime qui n'existe pas encore, qui correspond à la cité idéale de la République. Voilà, ce qui pose la question du rôle de l'idéal dans la politique. Voilà. Beaucoup de questions. Ouais. Heureusement, on va avoir le temps de les déplier ensemble. On va comment ? Alors, cet idéal, il est évident que c'est ce vers quoi on doit tendre. Et c'est la façon dont le progrès de l'humanité, dont l'humanité évolue vers sa perfection. C'est parce qu'on met à l'horizon quelque chose d'idéal. Et on a toujours fonctionné comme ça, sauf depuis récemment, où cet idéal, en fait, on l'a ramené, au lieu d'avoir un idéal à l'horizon, on a ramené la vie telle qu'elle est, on regarde la vie telle qu'elle est, on essaye de dire, mais voilà, le monde est tel qu'il est, et comme ça, et c'est une façon, en fait,
c'est à partir je pense, de la réflexion psychologique, la naissance de la psychologie, de l'analyse de soi-même. Ce qu'avant on regardait au loin, et d'un seul coup on s'est mis à regarder nous-mêmes, à voir comment on était, etc. À se poser des questions sur nous-mêmes, donc et à soigner nos pathologies, à comprendre qu'il y avait des pathologies, à comprendre, etc., etc. À comprendre tout ça. Ça avait été compris parce que le Minotaure, voilà, c'était déjà dans l'esprit des choses. Mais la véritable analyse de notre psychologie, elle va commencer peut-être à ce moment-là, au 19e siècle, avec Freud et puis bon, tous les grands psychologues de cette époque-là. C'était énorme. Il y avait une grande réflexion sur la psychologie. Et en fait, on voit que là, on montre plutôt les choses. C'est comme ça, le monde est comme ça. Il faut prendre, c'est la réelle politique, quoi. C'est plus un horizon, c'est le monde est comme ça, on prend les choses comme ça. Et on le voit avec l'arrivée des narcissiques, des chefs d'État narcissiques au pouvoir. C'est comme ça, voilà. C'est que on n'a plus une sorte d'horizon, on n'a plus une sorte d'idéal. C'est le monde ordinaire, et d'ailleurs, ils sont critiqués, on leur parle de façon ordinaire, on leur dit tu, on les maltraite, ils ont plus le piédestal dans lequel les hommes politiques avaient. Donc, c'est bon d'une certaine manière, parce que ça ramène quelque chose vers l'égalité. On va pouvoir travailler horizontalement dans l'évolution de l'humanité et ne plus avoir les intouchables et les intouchables occidentaux et puis la plèbe, quoi. Donc, même s'il y a ce retour-là qui arrive là, depuis qu'ils ont mis au goût du jour les carrés VIP, les trucs, c'est un retour à l'aristocratie. On s'en est pas rendu compte, mais c'est un véritable retour à l'aristocratie. C'est même les différences de qualité entre dans les transports, dans les trucs, c'est inouï, quoi. On allait vers l'égalité. Il y a un siècle ou 2 siècles, il y avait 3 ou 4 classes dans les trains, dans les trucs. Il y avait ceux qui étaient sur des banquettes en bois et puis ceux qui étaient dans la fourrure. Mais voilà, on voit il y avait une tendance à aller vers l'égalité, et puis d'un seul coup, avec l'arrivée de l'oligarchie les années 80, à partir des années 80, on va repartir sur ces carrés VIP, ceux qui sont rien, ceux qui sont tout, enfin, cette vision complètement passéiste, quoi, du monde. Commencer donc le début du premier livre. Le premier livre de la République de Platon se pose la question de la justice. Comment définir la justice? On va avoir 3 premières définitions. Mais avant cela, je l'ai promis, le voici, le retour au Pirée. Pourquoi le texte? On va l'entendre dans un instant. Pourquoi ce texte, on l'a dit, aussi important dans l'histoire de la philosophie et dans l'œuvre de Platon, commence avec une invitation par des gens que le lecteur ne connaît pas, une invitation adressée à Socrate de venir les rejoindre au Pirée pour assister à une fête. Pourquoi ce début? Ah, le début, il est bon. Alors, il y a le début est comment dire, est magnifique à tel mon niveau que je ne sais même pas par quoi commencer. Disons d'abord, ça se passe au Pirée, c'est intéressant. Donc, le port d'Athènes. Le port d'Athènes, voilà, à l'extérieur d'Athènes. Deuxièmement, ça se passe chez ce qu'on appelait des métèques. C'est-à-dire, c'est chez Céphale. Céphale, c'est le père de Lysias et Polémaque. Alors, quand même, admirons l'enthousiasme, la pédagogie, la façon de s'exprimer. C'est magnifique. Voilà, quand on a la chance d'avoir des professeurs comme ça, des philosophes qui donnent comme ça, avec une jubilation, une joie. Voilà, il faut remercier tous ces gens qui sont pas dans la visibilité
mais qui font un Marc travail Lysia, c'est le grand considérable. orateur qu'on connaît par ailleurs. Céphale, c'était un marchand d'armes en fait, de couteaux, voilà, qui a bien réussi. Et c'est chez lui. Donc si vous voulez, déjà c'est hyper intéressant. À la première page de la République, on est décentré. On n'est pas à Athènes. Et le dialogue de Platon, comme vous savez, il y en a quand même pas mal qui se passe à Athènes. Pas tous, mais il y en a quand même certains qui se passent en Crète. Mais en tout cas, il y en a pas mal qui se passent à Athènes. Donc du coup, là, on est décentré par rapport à Athènes. C'est pas du tout étonnant quand on pense à la charge critique que la République va porter contre Athènes. Donc on voit Athènes, voilà, d'un point de vue extérieur. Hein. Effectivement, on est alors plein de commentateurs parfois notent le fait que ça existe même depuis les commentateurs anciens, depuis Proclus, que ça se passe au Pirée, près de la mer, et que c'est une manière de critiquer la puissance thalassocratique d'Athènes, son impérialisme qui passe par des flottes, etc. Bon, donc déjà la situation est intéressante. Et puis donc au Pirée, chez Déméthèque, et puis une fête, effectivement une fête. On l'invite à se joindre à une fête au flambeau. Alors on l'invite. Socrate, en un certain sens, est contraint de rester. Ouais, on va l'entendre. Voilà. Ouais. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la contrainte. Et en fait, pour tout de suite vous dire le fond de ma pensée, c'est cette première page de la République, elle est faite pour être lue en parallèle avec l'allégorie de la caverne, dont on a déjà parlé ensemble, dont vous parlerez la semaine prochaine. C'est ça. On trouve au livre 7 de la République. Voilà, qu'on trouve au livre 7 de la République, au tout début du livre 7 de la République, et elle est faite pour faire un écho par rapport à ça. Et donc, la première page de la République contient, comme souvent les incipits des dialogues de Platon, les ouvertures des dialogues de Platon, elle contient tout un ensemble de choses qui nous permettent de comprendre ce sur quoi Platon va insister. C'est-à-dire autant si vous voulez, je sais pas, de pierres d'attente ou de marqueurs comme ça conceptuels, où Platon nous dit attention, il y a quelque chose qui va se passer sur tel ou tel concept, tel ou tel mouvement, telle ou telle idée. Voilà, et les prologues servent à ça. Et celui-là marche exactement comme ça. On l'écoute ? On l'écoute. Alors, on l'écoutera en seconde partie. Voilà, je vais arrêter là sur cette vidéo pour commencer cette réflexion sur la République de Platon. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas si vous trouvez ce travail un peu intéressant, de mettre des pouces, de vous abonner, de laisser des commentaires, d'envoyer le lien à vos amis, d'établir des liens avec votre site et d'aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt.